Alors nous voilà repartis sur la structure interne de l'amplificateur opérationnel. Donc là on a un push-pull a priori sans distorsion de croisement parce que les VBE des transistors sont compensés, mais on va voir que cette compensation elle est très théorique et qu'en pratique ça va pas se passer forcément très bien. Alors il y a deux pour comprendre ça. Ce qu'on va faire dans un premier temps, comme c'est plus facile, on a vu que c'était identique, hein, mais c'est plus facile dans le fonctionnement, mais c'est plus facile de raisonner avec le condensateur branché là, et puis on le relie au 0 volt. Voilà. Donc ça permet d'avoir VS égale UC, voilà, c'est plus simple, ça évite de rajouter une constante entre VS et UC, ça simplifie les raisonnements. Alors pour comprendre les défauts, pour que cette compensation des VBE marche bien, eh bien il faut que la tension aux bornes des diodes, qui est ici, là, de chacune des diodes, compense exactement le VBE du transistor. Alors, eh bien ça peut jamais être vraiment parfaitement le cas. Donc admettons qu'on ait des transistors qui aient ici un VBE classique de 0,6 volts et que les diodes aient une tension, alors je pourrais mettre un peu plus basse, je sais pas, je pourrais mettre 0, je sais pas, 59 volts. Bon, je vais vraiment exagérer le truc, on va supposer que la tension ici n'est que de 0,5 volts aux bandes des diodes. Voilà, quand elles sont traversées par les 10 milliampères, c'est pas 1, on est à 10 milliampères. Admettons. Eh bien, qu'est-ce que ça va faire si ça ne compense pas exactement? Bien sûr, et dans ce cas-là, on va voir, si c'est ce transistor qui conduit, donc on a ce VBE qui vaut 0,6, hein, eh bien, pour passer de UC à VS, ben, on part de UC, on monte de 0,5 volts et on descend de 0,6. Donc VS va être 0,1 volts en dessous de UC. Voilà. Alors que quand il y a un changement de conduction des deux transistors, que c'est celui-là qui conduit, voilà, eh bien le circuit fait qu'on est à UC, cette fois on descend de 0,5 volts et on remonte de 0,6. Donc dans ce cas-là, VS sera supérieur de 0,1 volts à UC, au lieu d'être inférieur. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on vient de recréer une distorsion de croisement. Voilà. Mais certes plus petite que s'il n'y avait pas les diodes, parce qu'en fait, dans la balance de la distorsion de croisement, il n'y a plus que 0,2 volts en jeu, mais quand même de la distorsion de croisement. C'est un moindre mal, parce que le défaut inverse, c'est d'avoir des tensions aux bandes des diodes qui sont supérieures au VBE des transistors. On met ça. Donc là, pareil, j'exagère vraiment, hein, mais supposons qu'ici on est 0,7 volts. Voilà, et puis on modélise tout par des diodes à seuil, même si on sait que c'est un peu plus simple que ce qui se passe au réel. Qu'est-ce qui va se passer dans ce montage-là? Eh bien, en fait, ça ne va pas être possible de faire conduire les 10 mA ici, finalement, ça ne va pas se produire, parce que les diodes, le courant, enfin ça ne sera pas possible d'avoir 1,4 volts là, parce qu'il y aura un passage finalement plus direct pour le courant qui consiste à passer non pas par ces deux diodes, mais par les deux diodes base émetteurs de ces transistors, c'est-à-dire base émetteur, émetteur base, comme ça. Donc les 10 mA, là, au repos, ils vont passer à travers les deux bases des transistors. Tiens, pour ce raisonnement-là, on va rebrancher le condensateur au-dessus, ça ira très bien. Voilà, donc les 10 mA qui sont aspirés ici, au lieu de passer par les deux diodes, ils vont passer par les deux transistors. Et là, c'est la catastrophe. Pourquoi c'est la catastrophe? Eh bien parce que ces deux transistors là vont conduire avec leurs 10 mA dans la base, et 10 mA multipliés par le gain d'un de ces transistors, eh bien ça va faire 1 ampère ici, qui circule dans les deux transistors, c'est-à-dire 1 ampère qui coule du plus 12 vers le moins 12 en traversant les deux transistors. Et là, c'est catastrophique, hein, parce que 1 ampère, si dans un petit circuit intégré, ça le fume complètement, ça fait 24 watts. Hein, plus 12, moins 12, ça fait 24 volts fois 1 ampère, ça fait 24 watts. Voilà. Voilà. Et en plus, le problème est pire que ça. C'est-à-dire que si je me retrouve avec les 10 mA ici, mettons, voilà, j'ai dit que ça ferait 1 ampère qui circule ici entre les deux transistors, mais ça c'est sous réserve d'un gain de 100. Mais en fait, vous vous souvenez que le gain des transistors dépend de la température. Et il a le mauvais goût d'augmenter avec la température. C'est-à-dire que, au début, si je mets sous tension, mon transistor il est froid, là. Puis ensuite, je fais passer 1 ampère dedans, il va chauffer assez vite. Hein. Et quand il va chauffer assez vite, eh bien, non seulement il y avait 1 ampère ici, mais quand il va chauffer, le gain va augmenter.
Voilà. Et le gain, bah, il va passer à 101, 102, 103, il augmente, 120, 150. Et quand il vaudra 150, bah, c'est plus 1 ampère qui va circuler, c'est 1,5 ampère. Quand il vaudra 200, le gain c'est 2 ampères, etc. Donc en fait, le courant, même si on mettait des gros transistors, même des assez bons radiateurs, les transistors, en fait, au fur et à mesure qu'ils vont s'échauffer, eh bien, le courant va croître, 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 et le circuit va être sujet à ce qu'on appelle un emballement thermique, c'est-à-dire une spirale infernale. En gros, plus le transistor à chaud, plus son gain augmente, plus son gain augmente, plus il y a de courant, et plus le transistor à chaud. Voilà, c'est un cercle vicieux. Donc c'est une catastrophe totale. Donc il va falloir éviter ça à tout prix. Alors on peut se dire, bah, c'est compliqué, hein, parce que si on met un petit peu plus de tension là, que 0,7 volts, on a un courant qui circule entre les deux transistors qui va faire de l'emballement thermique et qui va les détruire. Et si on a un tout petit peu moins, on va avoir de la distorsion de croisement. Alors le remède à tout ça, eh bien, pour ne pas avoir de distorsion de croisement, c'est effectivement d'avoir un courant qui circule de manière permanente entre les deux transistors, enfin un courant qui circule, y compris quand le circuit ne délivre rien sur sa sortie. Ce courant qui, donc en fait, l'idée c'est d'avoir les deux transistors à la limite de la conduction ou un tout petit peu conducteur. Et ce courant qu'on va essayer de maîtriser, qui va circuler d'un transistor à l'autre, on va appeler ça le courant de repos. Voilà, de ce push-pull. Et pour avoir un courant de repos maîtrisé, eh bien, on va transformer cette maille-là en une maille qui correspond à un miroir de courant. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le miroir de courant, l'idée c'était de mettre ici non pas simplement une diode, mais on mettait une diode et une résistance. Et puis ici, pareil, on met une diode et une résistance. Je n'ai pas beaucoup de place pour faire la résistance, mais voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? À l'émetteur, on va mettre une résistance. Et puis pareil, on va faire le symétrique. Alors simplement, par exemple, si vous prenez cette structure-là, la diode, la résistance, et puis la résistance et l'émetteur, ben vous retrouvez cette structure-là, en fait. C'est un miroir de courant. Voilà, on va supposer, alors évidemment, ce qu'on va faire aussi, c'est prendre des diodes hein, qui ont des tensions seuil très proches quand même de celles des transistors, comme ça. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir fixer notre courant de repos, et on va faire ça... alors, on va essayer de mettre des résistances quand même de faible valeur ici, parce qu'on ne veut pas que quand on débite du courant... Enfin, on veut que la tension au bord de ces résistances reste négligeable, hein, donc inférieure à 1 volt. Donc typiquement, dans un ampli qui débite 10 mA maximum, là, on va essayer de maintenir, je sais pas moi, un courant de repos déjà de l'ordre du milliampère, et même quand il y aura 10 mA qui passent par un transistor, on va s'arranger, je sais pas, pour qu'il n'y ait même pas 1 volt, hein. Il y a 0,5 volts par exemple. Donc si on veut qu'il n'y ait que 0,5 volts ici, même à plein courant de sortie, on va mettre allez, 50 ohms là, ou même si on met 0,2 volts, allez on va mettre 20 ohms. Et je vais mettre des résistances de 22 ohms, petite résistance comme ça. Et mon courant de repos, eh bien, je veux qu'il soit à peu près, si je veux qu'il soit égal à 10 mA, bah, qu'est-ce que je fais? Je mets des 22 ohms ici aussi, voilà. Et comme ça, bah, ça fait un miroir de courant avec les résistances égales à la base et sur les émetteurs, donc ça va faire à peu près le courant de repos maîtrisé à 10 mA. Si je veux avoir un courant de repos plus faible, hein, je peux, il suffit de mettre des résistances plus faibles, je sais pas, moi ici je mets 10 ohms par exemple. Et puis ici 10 ohms. Voilà, et si les diodes ont le même VBE que les transistors, enfin on a les mêmes 0,6 volts, en gros le courant ici sera 2 fois plus petit que celui qu'il y a ici. Donc s'il y a 10 mA là, ici il n'y aura plus que 5 mA. Voilà, c'est un petit courant de repos à 5 mA. Bon, c'est un peu beaucoup, 5 mA pour un petit ampli, mais bon, admettons. C'est pas grave. Voilà, ça peut être une solution. On peut même mettre une résistance encore plus faible, hein, ici, pour diminuer le courant, ou des résistances un peu plus élevées ici. Voilà, tout est possible. Hein. Alors, dernière chose, pour vraiment que ce système fonctionne bien, eh bien, on va faire deux choses. Déjà, il y a une technique qui consiste à dire pour que le VBE de ce transistor soit, enfin que la diode ici ait vraiment la même tension, le même tension assez borne que le VBE du transistor, eh bien il y a une technique toute bête qui consiste à remplacer cette diode par un transistor identique. Et d'exploiter le VBE du transistor. Alors est-ce que je vais avoir la place de dessiner tout ça? Ouais. Je vais prendre un peu... Allez, tant pis, ça va être tout petit, mais c'est pas grave. Alors regardez ce que je vais faire.
je vais mettre à la place de la diode, je vais mettre une conduction base émetteur d'un transistor identique à celui-là. Et puis je vais mettre la résistance aussi. Est-ce que je vais avoir la place de la mettre un peu moins déjà. Et la résistance, je vais la mettre toute petite comme ça. Et puis pour ce transistor-là, je vais faire pareil, un schéma complètement symétrique. Je vais remplacer ce transistor, enfin la diode ici, par un transistor. Comme je le veux identique, je vais carrément mettre un PNP, tiens. Et puis, voilà, pardon, base émetteur, voilà. Voilà, et puis ici je me remets la diode, là, et puis ici la diode. Ah bah tiens, j'aurais pu mettre ici une 22 ohms, une 20 ohms par exemple, pour les deux en série. Ça marche aussi. C'est pareil, et généralement quand on fait ce genre de circuit, on n'aime pas trop laisser les collecteurs en l'air, mais de toute façon, ça ne dérange pas qu'il y ait du courant qui passe par le collecteur ou qui passe par la base. L'important, c'est qu'il traverse la jonction base émetteur ici pour faire le VBE. Le VBE ici égal à celui-là. Donc on met des transistors identiques, et là on est sûr, on commence à être assez sûr d'avoir des tensions entre base et émetteur, là, ici, identiques pour les deux transistors. Mais ça ne va pas être encore tout à fait vrai. Alors pourquoi ça ne va pas être tout à fait vrai? Eh bien parce que les VBE des transistors, ou les tensions de seuil des diodes, ont la fâcheuse tendance de dépendre aussi, elles aussi, de la température, même si c'est dans une moindre mesure que le gain bêta des transistors. Et là aussi, ça va dans le mauvais sens. C'est-à-dire que plus un transistor est chaud, plus son VBE est petit, et plus son VBE est petit, et bien si on fait une loi des mailles, on va voir, plus le courant de repos va être grand. Et c'est embêtant parce que là aussi, ça peut encore faire un peu d'emballement thermique. Voilà, puisque un transistor qui chauffe a son VBE qui diminue, son VBE diminue, le courant de repos augmente, donc il chauffe encore plus, et son VBE rediminue encore plus, etc., etc. Donc ce qu'on fait pour éviter ça, eh bien, la technique, c'est que ces deux transistors, on s'arrange pour qu'ils aient la même température. Alors pour qu'ils aient la même température, quand c'est un circuit intégré, on s'arrange pour les mettre sur la puce l'un à côté de l'autre, très proche l'un de l'autre. Et comme ça, s'il y en a un qui chauffe, par conduction thermique, il va chauffer celui qui est à côté. Voilà. Et si on fait ça en composant discret, on va mettre deux transistors ici, qu'on va, on va les mettre très proches l'un de l'autre, on va même les coller ou les ligaturer, même avec un peu de pâte thermique entre les deux. Et comme ça, ils vont avoir la même température. Voilà, ça peut être une solution. Il existe même en composants discrets des boîtiers dans lesquels il y a deux transistors appairés, c'est-à-dire aux caractéristiques très très identiques, et qui sont dans un même boîtier, comme ça, s'il y en a un qui chauffe, l'autre il chauffe de la même manière. Voilà. Voilà, et ensuite, ensuite on peut rétablir alors ensuite, ça peut être comme ça, ensuite on peut rétablir aussi le branchement du condensateur ici, ça ne change rien. On peut aussi le brancher là au milieu, ça change rien, ça change pas grand chose. Toutes ces combinaisons de branchement fonctionnent, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors maintenant qu'on en est là, on va faire une petite coupure vidéo, et après on va aborder le problème des saturations de cet amplificateur opérationnel. Savoir comment ça va se passer quand les transistors vont saturer, quelles vont être les conséquences.